Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous recevons ce soir le journaliste Philippe Engels qui vient de sortir un nouveau livre, Le clan Renders, un livre qui fait du bruit. Bonsoir Philippe Engels, merci d'être là. Ce livre, j'imagine, quand on sort un livre comme ça, c'est au bout d'une longue enquête. Oui, c'est une très longue enquête. Je pourrais dire qu'elle a commencé il y a 5 ans. Je me suis intéressé à un des personnages centraux du livre, c'est-à-dire Jean-Claude Fontinoy, le président sortant de la SNCB, à partir d'il y a 5 ans. Mais dans le cas de Didier Reynders, je le suis depuis le début de sa carrière ministérielle, c'est-à-dire en gros 1999. Donc je pense avoir un recul de 20 ans. Et l'enquête a pris, disons, 5 ans. Effectivement, vous parlez de personnage central, Jean-Claude Fontinoy. Personnage étonnant, presque personnage romanesque. Hein. On le voit avec des courses en voiture le soir pour aller déposer des enveloppes, etc. Vous êtes vraiment presque à côté de lui dans la voiture. Comment est-ce que vous avez collecté ces renseignements? Comment est-ce que vous êtes si sûr que tout ça, ça s'est vraiment passé? Parce que ça paraît par moments assez incroyable. En 5 ans, j'ai eu le temps d'accumuler des documents, de tracer des faits, des dates. Et ça, c'est mon journalisme, c'est de comprendre les faits, les dates, les mettre en perspective. Et puis sur la fin de mon enquête, de manière un peu inattendue et inespérée, j'ai mis la main sur des carnets de bord, qui sont les carnets de bord du président de la SNCB, qui indiquent en fait ses déplacements, pas tous ses déplacements, mais une partie de déplacements. Et ces déplacements sont sulfureux. On a là donc un homme qui est censé présider un conseil d'administration d'une entreprise publique et qui en fait rencontre le plus souvent des hommes d'affaires, assiste à des dîners et tend la main pour demander une enveloppe. Oui, ce qui est assez étonnant, c'est vrai, on découvre des choses, notamment vous avancez que du personnel de la SNCB a été mobilisé pendant les campagnes 2012-2014. Fontinoy avait un tel pouvoir que pour dire à des personnes « venez distribuer les tracts pour Didier Reynders ». Et pas seulement Jean-Claude Fontinoy, ça je le réserve pour un peu plus tard, je suis en train d'approfondir encore cette partie-là. Des consignes étaient données au niveau politique et des consignes qui ne pouvaient pas être ignorées de la direction du MR pour effectivement indiquer au sein de la SNCB, nous avons besoin de quelques renforts pour distribuer les tracts lors de la campagne électorale. Vos chauffeurs, en l'occurrence à la SNCB, ne sont pas très utiles ce jour-là, eh bien donnez-les-nous, ils nous seront utiles pour distribuer les tracts de Didier Reynders. Et ça de manière récurrente, systémique. Et derrière ceci, il y a un mot évidemment, c'est la prise d'intérêt, et c'est pénalement répréhensible, il n'est pas autorisé de faire cela. Ici, quand on voit, et on va parler encore d'autres épisodes, mais est-ce qu'on peut dire que Didier Reynders n'était au courant de rien, était au courant de tout, par bribes? À votre avis, c'est quoi le degré de connaissance de ce que vous dévoilez? On le voit sur les photos qui sont derrière nous, donc il y a une espèce de complicité entre les deux hommes qui remonte à très longtemps. Oui, c'est ça. Quand remonte cette complicité assez étonnante? Ah, très simple. En 1985, ça remonte déjà. Didier Reynders, à 27 ans, ou 86, pardon, devient président de la SNCB, un poste qu'occupera ensuite Jean-Claude Fontinoy. Et depuis ce moment-là, ils sont proches. Et depuis ce moment-là, en fait, Jean-Claude Fontinoy rend des petits services dans l'ombre. Exemple, on fait une grande gare à Liège, une gare Calatrava. Il est question d'en faire une à Mons. Et là, Jean-Claude Fontinoy intervient pour Didier Reynders pour entrer en contact avec le PS. MR, PS s'arrange. Ce qui est assez incroyable dans le livre, vous rapportez que Fontinoy rencontre même personnellement Di Rupo. Oui, tout à fait. Donc ils sont membres de même groupe maçonnique, oui. Je vais l'appeler comme ceci. Ils se rencontrent personnellement, donc c'est indiqué dans les carnets aussi. Et par exemple, à un moment où Bart de Wever n'est pas encore au pouvoir, il est un chef de l'opposition. Là aussi, il y a des contacts directs entre Fontinoy et Bart de Wever ou des lobbyistes, des hommes d'affaires qui gravitent autour du nationaliste flamand. Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un comme Fontinoy, dans l'ombre, ait autant de pouvoir finalement? Mais je pense que c'est vraiment un mystère un peu, en même temps qui s'explique par justement sa puissance et le fait de connaître, d'avoir de l'information sur un peu tout le monde. On dit que c'est sa spécialité, c'est de rassembler beaucoup de dossiers, d'éléments sur les uns et les autres. Et je pense qu'il y a une seule explication, un seul mot derrière ce maintien, cette espèce de hyperpuissance de Fontinoy, c'est la notion de chantage. Quand on sait des choses, et dans le monde politique, on sait que parfois il est nécessaire, c'est pas un monde d'ange, il n'y a pas d'angélisme dans la politique. Parfois il faut faire des
des opérations limites. Ça, Fontenoy y était systématiquement, et je pense qu'il a vu des choses, il a fait des choses, et dès lors, il tient beaucoup de monde. Vous mettez ici en avant, même si ce n'est pas répréhensible, mais vous posez des questions quant aux biens immobiliers de Fontenoy, voire 2 châteaux à Mosée, une centaine de maisons, vous posez des questions? Je parlais encore hier avec un homme politique qui a fait une bonne carrière, qui a occupé plusieurs mandats ministériels et dont je tairai le nom, qui me disait « Mais comment est-il possible que la justice n'ait pas compris ça plus vite avec les revenus qu'avait Jean-Claude Fontenoy à la SNCB, après tout, il n'était que président de la SNCB, il n'était pas grand patron d'entreprise ou homme politique. Comment est-il possible, avec cette fonction-là, d'acheter une maison, 2 maisons, 2 fermes classées, 3, 5, 10, 50, alors que nous, les hommes politiques, me disait cette personne, nous, on n'arrive pas à un quart, un dixième de ça. Donc rien que ceci était tellement gros pour être vrai, et pourtant c'est vrai. Pas mal de choses et beaucoup de choses dévoilées dans le livre, et pourtant, ni Didier Reynders, pour finir, ni Fontenoy n'ont été menacés par la justice. N'ont été menacés par la justice. Dans le cadre de Didier Reynders, non, mais on peut dire qu'il a été quand même obligé de se défendre bec et ongle au moment de devenir commissaire européen, et je pense que ce n'est pas fini. Et dans le cas de Jean-Claude Fontenoy, on oublie que depuis environ 2 ans, il fait l'objet de au moins 2 enquêtes judiciaires, l'une pour corruption, l'autre pour prise d'intérêt. Par exemple, du côté de la justice s'intéresse au caractère anormal de son patrimoine immobilier, à sa fortune privée. Et dans un autre dossier, il est suspecté d'avoir touché de l'argent, une enveloppe de l'homme d'affaires Aldo Vastapan pour intervenir dans l'affaire des fonds libyens, où une personnalité connue, c'est le prince Laurent de Belgique. Voilà, également, on voit son nom qui apparaît dans le fameux dossier du Kazakh-Gate également. Le Kazakh-Gate, c'est loin d'être fini cette affaire-là. Donc l'enquête judiciaire Ça va encore rebondir à votre avis? Oui, tout à fait. L'enquête judiciaire en Belgique, elle est terminée parce que Armand de Decker, qui est un des suspects principaux de la justice, d'avoir touché des commissions de France et de Kazakh pour trouver une solution aux difficultés judiciaires qu'avaient ces hommes en Belgique. Donc il a fallu changer une loi en Belgique pour permettre à ces Kazakhs d'être soulagés, et derrière à la France de pouvoir vendre des armes au Kazakhstan. Donc on a suspecté Armand de Decker. L'enquête s'est terminée avec le décès de cet homme politique du MR. Et maintenant, la France essaye en France, l'enquête judiciaire vit encore. Et la question centrale est, il y a des rétrocommissions qui se sont perdues dans la nature en Belgique ou en France. Vers où sont-elles allées? Est-ce que éventuellement une piste mène à Jean-Claude Fontenoy et derrière éventuellement à Didier Reynders? Ça, c'est la question, je pense, des prochains mois ou prochaines années. Pour écrire votre livre, pour vous documenter, vous avez tenté de contacter ou Fontenoy ou Didier Reynders? À tout moment. Dans le cas de Didier Reynders, j'ai eu des réponses qui n'étaient parfois pas des réponses. Donc il y a un chapitre du livre où je mets en cause le frère de Didier Reynders. Je l'interroge à ce propos-là. Il ne m'a jamais répondu à des mails. Fréquemment, en direct ou de manière indirecte par des confrères, des questions lui ont été posées. Pas de réponse. Et dans le cas de Jean-Claude Fontenoy, ces réponses à tous les journalistes, y compris à moi et à plusieurs reprises, sont les mêmes, et ça dure en général 2 minutes au téléphone. Encore ça, encore ça, encore ça. Et puis il dit, pas de commentaire, je ne ferai aucun commentaire, et c'est comme ça depuis le Kazakh-Gate. Sentiment d'impunité totale. Voilà, depuis la sortie du livre, pas de réaction, ni de Didier Reynders, ni de Jean-Claude Fontenoy? Non, et je pourrais dire le temps. Au début, ça m'a surpris, j'avoue. J'étais prêt à encaisser des critiques, mais par contre, dans la presse, les louanges ont été totales, ça m'a surpris, notamment en Flandre, mais pas seulement en Flandre. Et là, chaque jour qui passe joue en ma faveur, parce que le MR se tait, Didier Reynders se tait, alors quand même que ce parti est accusé de contenir en son sein une forme de clan aux pratiques mafieuses, donc ils se taisent. Et puis chaque jour qui passe, j'ai des bons commentaires dans la presse, et j'entends dans les milieux judiciaires que des enquêtes vont se prolonger ou se poursuivre ou se relancer. Donc a priori, moi je me sens tranquille. Voilà, bien merci Philippe Engels d'être venu sur ce plateau. On rappelle donc le titre de votre dernier livre, Le clan Reynders. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée, à bientôt, au revoir.